de contrôle citoyen. Très bien. Et notre État va à la dérive, tout simplement parce qu'à un moment donné, nous avons fait trop confiance aux politiciens, nous ne les avons pas surveillés et ils se sont permis de faire n'importe quoi. Et je pense que cette fois-ci, il faut que cela s'arrête. Et nous voyons petit à petit que les membres du FCC sont en train de préparer une autre débâcle électorale. Voyez-vous la précipitation avec laquelle ils se sont ont engagé les confessions religieuses. Voilà, chers Congolais, vous tous qui nous suivez de partout, bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, en RDC, il y a eu une forte mobilisation, il y a eu 2 marches, les gens ont manifesté leur mécontentement, bien sûr, suite à la proposition de 3 lois portant réforme, bien sûr, de la magistrature en République démocratique du Congo. Et je suis avec Maître Jean-Claude Katende. Il fait partie des gens, bien sûr, qui ont aussi mobilisé en quelque sorte la population pour dire non à cette proposition de l'honorable Obé Minakou et son confrère, bien sûr, en quelque sorte, dans le métier. Aujourd'hui, je suis avec lui et il va essayer un peu de donner ses impressions. Et puis, nous allons condamner certains actes de vandalisme, bien sûr, qu'on a constaté aujourd'hui. Pourquoi? Puisqu'il y a eu des gens qui ont incendié des voitures d'autrui et qu'on sort. Chose que nous ne pouvons pas encourager puisqu'il s'agissait d'une manifestation pacifique en quelque sorte. Maître Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Les Congolais ont manifesté aujourd'hui leur mécontentement suite à la proposition des 3 lois de l'honorable Obé Minakou. Quelles sont vos réactions aujourd'hui? Comme vous le savez, je travaille depuis plusieurs années sur les questions de démocratie et des droits de l'homme. Et j'ai toujours pensé que le Congolais, dans son fond intérieur, c'est quelqu'un qui est attaché à la démocratie, qui veut la démocratie. La démocratie veut tout simplement dire qu'il faut débattre avec ses adversaires sans passion, sans rancune, mais de manière à faire en sorte que par les débats, que nous puissions convaincre ceux qui sont en face de nous. Et ce débat exclut toute violence, qu'elle vienne des privés ou qu'elle vienne de l'État. Et c'est pour ça que je suis personnellement triste de constater que depuis hier, il y a certains Congolais qui ont pris la liberté dans une démocratie d'aller s'attaquer aux résidences privées des gens, de s'attaquer aux députés et de s'en prendre à leurs biens. Et aujourd'hui, les mêmes actes de vandalisme ont continué. C'est que nous ne pouvons pas tolérer, c'est que nous ne pouvons pas accepter. Nous savons que les citoyens ont le droit de manifester quand il y a des choses qui sont faites et qui ne sont pas acceptables. Parce que, en fait, les propositions de loi faites par M. Obé Minakou et son collègue sont des propositions que nous ne pouvons pas accepter parce qu'elles portent atteinte à la Constitution de la République. J'ai entendu certaines personnes dire que ces propositions sont faites en conformité avec une des dispositions qui a retiré les parquets de cours et tribunaux pour en faire en fait une institution rattachée à l'exécutif. C'est bien, mais ce n'est pas la seule disposition de la Constitution. Il y en a d'autres que les propositions mises en cause sont en train de violer, notamment les propositions, les articles qui organisent dans la Constitution le Conseil supérieur de la magistrature, qui est cet organe important qui assure la gestion des magistrats et des juges, mais qui participe aussi à l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Et pour que ces dispositions soient changées par une loi ordinaire, il faut d'abord changer la Constitution. Ça, M. Minakou ne l'a pas oublié, son collègue non plus. C'est pour ça que nous disons que ce qui arrive, nous les déplorons, mais ce sont des actes perpétrés à cause de la témérité, de la mauvaise foi des membres du FCC qui ont fait ces propositions pour tout simplement contribuer à museler notre justice. Donc nous les condamnons, mais nous disons que la bataille pour empêcher ces lois d'être votées, pour empêcher tout débat sur ces lois, doit pouvoir se poursuivre, mais de manière citoyenne et de manière pacifique. Aujourd'hui, l'honorable, bien sûr, Robert Minakou tient à tout prix à déposer, tient à tout prix qu'il y ait un débat sur ces lois. Ces lois sont au niveau de la commission PAJ. Ces lois ne sont pas encore votées. Il y aura un débat. Mais pourquoi les gens peuvent avoir crainte comme ça? Pourquoi? Parce qu'il y aura un débat qui peut faire changer les choses également. D'abord, nous pensons qu'il y a deux raisons qui font que nous puissions nous lever contre ces lois. C'est, comme je venais de le dire, la première raison, c'est que ces lois sont contraires à la Constitution de la République, sont contraires à la Constitution de la République. Mais cela sera constaté par la Cour constitutionnelle. Oui, mais avant que la Cour constitutionnelle ne le constate, il ne faut pas exclure les citoyens de ce débat. Parce que les députés eux-mêmes, ils sont les représentants des citoyens. Ils sont là-bas en tant que représentants des citoyens. Ils sont là-bas parce qu'ils ont eu les mandats des citoyens. Et donc, un débat de ce type, on ne peut pas exclure les citoyens dans une démocratie. Les citoyens doivent participer à leur manière au débat qui se passe au niveau, n'est-ce pas, du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale principalement. Et je pense qu'il faut que les gens retiennent cela. Deuxièmement, c'est le fait que ces lois aujourd'hui sont inopportunes. La disposition sur base de laquelle M. Minakou et son collègue ont fait ces trois propositions de loi ont été insérées dans la Constitution depuis 2011. Et durant cette législature-là, M. Minakou était président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi il n'avait jamais pris cette initiative, n'est-ce pas, de faire en sorte que ces trois projets, ces trois propositions de loi pour museler la justice soient intégrées dans notre Constitution? Pourquoi il ne l'avait jamais fait? Et moi, j'ai la réponse. C'est parce qu'à l'époque, la majorité présidentielle contrôlait toutes les institutions. Contrôlait le Sénat, contrôlait l'Assemblée nationale, contrôlait les gouvernements. Ils avaient indirectement la même mise sur la justice. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et au vu du déroulement du procès de 100 jours, je crois que les membres du FCC se sont réalisés que si nous continuons à laisser la justice dans cet état, particulièrement les parquets, parce que vous savez que nous continuons à demander à ce que les membres du régime ancien de Joseph Kabila, qui ont commis aussi des infractions, qui ont détourné l'argent de la République, puissent répondre de leurs actes devant la justice, en dépit du fait que le président de la République a dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé. Pour nous, on ne voit pas pourquoi le procès de 100 jours concernerait seulement ceux qui n'étaient pas au pouvoir dans le passé, mais que ceux-là qui étaient avec l'ancien président Kabila, qui ont conduit certaines affaires de manière opaque, puissent aujourd'hui se considérer comme s'ils étaient des bons citoyens, alors qu'ils ont des comptes à rendre à la justice. C'est pour ça. Et nous disons que ce débat-là, que M. Minakou veut, est inopportun, parce que nous comprenons déjà vers quelle direction ils veulent amener la justice. Et ces lois aujourd'hui ne sont pas vraiment des lois urgentes. Ce ne sont pas des lois urgentes. Aujourd'hui, ce qui est urgent, c'est que nous entendions
au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on débatte des questions, n'est-ce pas, qui concernent les Congolais. Les questions qui concernent les Congolais, c'est le coronavirus. Les questions qui concernent les Congolais, aujourd'hui, l'économie est par terre. Les gens ont perdu leur travail. Les gens ne savent pas comment payer leur loyer. Toutes ces questions ne sont pas des questions d'intérêt pour l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale, qui est censée être l'endroit où on débat des questions qui concernent les citoyens, est à la base de toutes les querelles qu'on a connues ici. Rappelez-vous la crise qu'il y a eu dans ce pays à cause du fait que l'Assemblée nationale et le Sénat voulaient à tout prix se réunir en congrès en ce qui concerne la prorogation de l'état d'urgence. Il y a eu des problèmes à ce niveau-là. Un autre problème, une autre crise est venue du fait de la destitution de M. Jean-Marc Kabound, toujours l'Assemblée nationale. Une autre crise est venue entre la justice et l'Assemblée nationale à cause du dossier de Jean-Jacques Mamba. Aujourd'hui, nous avons une autre crise à cause de ces 3 propositions de loi, encore l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, les Congolais sont permanemment en crise à cause de l'Assemblée nationale, qui devait en fait être une institution qui permet aux citoyens de se sentir protégés. En fait, l'Assemblée nationale est devenue tout simplement une institution qui insécurise le Congolais, qui insécurise le pays. Qu'elle insécurise le pays aujourd'hui, est-ce que le président peut se décider autrement pour trouver la paix en RDC? Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait des raisons pour dissoudre l'Assemblée nationale. Okay. Parce que vous savez que la raison fondamentale qui est constitutionnelle, et nous devons respecter la Constitution de la République. Oui. Si nous sommes des démocrates, si nous sommes républicains, il faut qu'il y ait une crise entre l'Assemblée nationale et, n'est-ce pas, le gouvernement. Nous n'en sommes pas là-bas. Aujourd'hui, la crise, c'est entre l'Assemblée nationale et les citoyens. Et les citoyens qui ont mandaté les députés d'être à l'Assemblée nationale, ils peuvent leur demander des comptes en leur disant la direction que vous prenez n'est pas celle que nous voulons. Et par des marches pacifiques, par des pétitions, parce qu'il faut aussi que les représentants du peuple soient attentifs à ce que le peuple veut, soient attentifs à ce que les citoyens demandent. Mais nous avons par contre au sein de l'Assemblée nationale des personnes qui ne sont pas attentives aux revendications des citoyens, mais qui sont tout simplement orientées vers la satisfaction de leurs intérêts, des intérêts de leur parti politique et de leur autorité morale. L'État ne peut pas fonctionner de cette façon-là. C'est pourquoi nous disons que les propositions de loi de M. Obé Minakou sont des propositions qui créent des problèmes entre les citoyens et l'Assemblée nationale et qu'on doit les abandonner. On ne pouvait pas attendre, même si ces lois étaient votées, laisser le président de la République trancher ces dossiers, puisque les lois le seront également transmises. Alors, vous ne voyez pas que le président aussi aura un mot à dire, et si cela arrivait, vous ne voyez pas que ça risque encore de fragiliser Nous savons le pays. Que le président de la République n'a pas beaucoup de manœuvres. Okay. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que quand la loi est votée, elle va être envoyée au président de la République. Le président de la République peut renvoyer la loi auprès du Parlement pour une seconde lecture, avec bien sûr des recommandations. Mais qu'est-ce qui arriverait si les recommandations du président de la République ne sont pas respectées et qu'on lui retournait la loi presque dans la même format que lui a demandé à ce que le format soit changé. Il va encore renvoyer la loi pour la relecture. Sans oublier que la deuxième raison est que le président de la République n'a que 15 jours pour promulguer une loi. Au-delà de 15 jours, la loi entre en vigueur d'office. Donc, voyez-vous, le président de la République n'a pas beaucoup de marge. N'a pas beaucoup de manœuvres. Une loi inconstitutionnelle entre en vigueur d'office et il sera toujours appliqué? C'est ce que je dis. Ça veut dire en d'autres termes qu'au niveau du président de la République, il n'a pas beaucoup de manœuvres parce que lui aussi, il est limité par les lois de la République. Voyez-vous? Mais cela n'exclut pas que les citoyens que nous sommes, c'est là que j'insiste,
Nous ne sommes pas des spectateurs. Dans la gestion du pays, les citoyens ne sont pas des spectateurs. Et que notre rôle ne se limite pas seulement au moment des élections, où les gens vont venir nous solliciter, votez-moi, faites ceci, et après avoir voté les gens deviennent des électrons libres. Je dis non, les citoyens ont l'obligation constitutionnelle de surveiller les institutions pour que ces institutions fonctionnent dans les cadres de loi de la République. Et c'est ça le contrôle citoyen. Très bien. Et notre État va à la dérive tout simplement parce qu'à un moment donné, nous avons fait trop confiance aux politiciens, nous ne les avons pas surveillés et ils se sont permis de faire n'importe quoi. Et je pense que cette fois-ci, il faut que cela s'arrête. Nous ne voulons surtout pas que les choses qui se sont passées en 2018, la débâcle électorale de 2018, se répète en 2023. Et nous voyons petit à petit que les membres du FCC sont en train de préparer une autre débâcle électorale. Voyez-vous la précipitation avec laquelle ils se sont ont engagé les confessions religieuses à désigner le président de la CENI, alors qu'il y a des préalables. Le premier préalable, c'est le fait qu'il faut que le rapport de l'actuel président de la CENI soit défendu devant l'Assemblée nationale. Ce rapport a été déposé depuis l'année passée. Pourquoi on ne le programme pas? Deuxième chose, nous avons été tous d'accord qu'il y a eu des points négatifs au niveau de la CENI comme au niveau de la loi électorale. Ces points négatifs nécessitent des réformes. Mais il faut d'abord que ces réformes soient faites avant de procéder à la désignation du président de la CENI. Cette précipitation cache quoi? Ça veut dire qu'il y a des forces politiques qui voudraient bien positionner des personnes qui vont favoriser encore la débâcle électorale en 2023. Nous ne voulons pas de cela. C'est pour ça que je dis, le président de la République jouera son rôle, la Cour constitutionnelle jouera son rôle, mais les citoyens que nous ne sommes pas des spectateurs. Nous sommes acteurs dans la marche de la République et on doit tenir compte des citoyens. Président, acceptez que je revienne un peu sur ce point. Une loi qui viole la Constitution, que le chef de l'État refuse de promulguer, 15 jours après, ça entre en vigueur. Mais la loi continue toujours à violer la Constitution. Vous pensez qu'elle aura des effets sur les citoyens ou sur les institutions? Il faut dire d'abord... Est-ce que la Cour constitutionnelle ne pourra pas annuler ça? Il faut dire d'abord que cela n'arrivera que si la Cour constitutionnelle ferme les yeux sur certains articles. Et ce que je dois vous dire, c'est qu'une loi qui entre en fonction d'office, c'est une loi comme toutes les autres lois. Parce que c'est la Constitution qui dit que le président de la République a 15 jours pour promulguer une loi. S'il ne le fait pas, la loi entre en vigueur d'office. Donc elle sera considérée comme une loi et elle nous sera tous opposable. Et la Cour constitutionnelle va laisser ça comme ça? Non, c'est ce que je dis. Je dis bien que, à moins que la Cour constitutionnelle ferme les yeux sur ces dispositions qui sont en contradiction avec notre Constitution. Parce que pour que toutes ces propositions de loi deviennent de loi, il faut qu'elles soient sanctionnées par la Cour constitutionnelle. Mais nous estimons que la Cour constitutionnelle ne laissera pas passer ces propositions de loi qui sont à tout point de vue anticonstitutionnelles parce qu'elles violent plusieurs dispositions de la Constitution. Et ils nous présentent une disposition. Mais je peux leur dire que cette disposition, elle viole l'indépendance de la justice, elle viole plus d'une disposition de la loi qui organise le Conseil supérieur de la magistrature. Donc plusieurs dispositions sont violées. Et ce qui est dommage, moi j'aurais voulu que les débats soient un débat transparent. J'aurais voulu que M. Minako et les autres nous disent, conformément à l'article qui soustrait les parquets, n'est-ce pas, de cours et tribunaux, qui les rattachent à l'exécutif, il y a d'autres dispositions que nos propositions de loi violent. C'est telle disposition et telle autre disposition, mais nous soumettons ça au débat. Mais ils nous donnent l'impression qu'il n'y a aucune disposition qui ne soit violée par leur proposition de loi.
Et c'est là que nous disons qu'ils sont de mauvaise foi, parce qu'ils savent que les dispositions des propositions de loi qu'ils ont faites, certaines de leurs dispositions violent la Constitution. Et tant que le débat n'est pas honnête, nous allons considérer qu'en face de nous, nous avons en face de nous des personnes de mauvaise foi, des personnes qui défendent les intérêts qui ne sont pas ceux du peuple congolais. Très bien. Merci, Maître Jean-Claude Katende. Vous l'avez suivi. Il a véhiculé le message très important. Et aujourd'hui, nous restons toujours à l'écoute et nous restons toujours attentifs, voir tout ce qui va se passer au niveau de l'Assemblée nationale. Nous revenons encore sur cet élément. Pourquoi le FCC a peur? Suivons et on se retrouve prochainement. Ce qui fait peur au Fonds commun pour le Congo. Depuis quelques jours, il y a lieu de constater que les membres du FCC ont lancé plusieurs initiatives pour contrôler la CENI et la justice en République démocratique du Congo. D'une part, c'est Mme Janine Mabunda qui lance le processus de désignation du président de la CENI en ignorant le rapport que le président actuel de la CENI doit faire et la réforme de cette institution et de la loi électorale. D'autre part, c'est M. Minaku qui propose une loi de modification du statut du magistrat et de la loi organique du Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi toutes ces initiatives au même moment? Les membres du FCC ont peur de deux choses. 1. Le poursuite judiciaire contre certains membres du FCC. 2. La perte des élections de 2023. Dans cette page, je vais aborder seulement les questions relatives aux propositions des lois faites par M. Aubin Minaku. Globalement, ces propositions de loi permettent le contrôle de magistrats du parquet par le ministre de la Justice, qui sera toujours membre du FCC jusqu'à la fin de cette mandature. Ces lois donnent au ministre le pouvoir suivant. 1. Le ministre de la Justice aura un mot à dire sur la nomination, la révocation, la mise à la retraite, la démission, réhabilitation de magistrats. La liberté totale que le Conseil supérieur de la magistrature avait dans ce domaine est réduite. Ceci veut dire que le ministre de la Justice aura la possibilité de faire nommer le magistrat proche du FCC ou de faire révoquer ou d'envoyer à la retraite tout magistrat hostile au FCC. Étant donné que certains membres du FCC ont des comptes à rendre à la justice sur leur gestion du passé, ces magistrats nommés dans ces conditions ne pourront pas poursuivre ces dignitaires du FCC. Et ils vont faire semblant de le poursuivre, mais après, les dossiers seront classés sans suite. Le procès de 100 jours a fait peur aux membres du FCC qui se rapprochent ou qui se reprochent de leur mauvaise gestion du pays. Le ministre de la Justice aura le pouvoir de déclencher une action disciplinaire contre un magistrat qui ne lui obéit pas ou qui est hostile au FCC. Le ministre de la Justice est devenu membre du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui lui permet d'influencer certaines décisions de cet organe en faveur du FCC. Le ministre de la Justice participe à l'élaboration du budget du pouvoir judiciaire, ce qui lui permet d'avoir la même mise sur la justice, sur le magistrat et sur le juge. Tout ceci viole l'article 151 de la Constitution qui donne tous ses pouvoirs au Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, le FCC veut contrôler la Cour constitutionnelle qui est un organe important dans le processus électoral, surtout dans l'élection du président de la République. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres, dont 3 choisis par le président de la République, 3 par le Parlement et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature, selon l'article 158 de la Constitution. Le Parlement, Assemblée nationale et Sénat est contrôlé par le FCC. Ça, c'est de 1. Donc, c'est le FCC qui va désigner les 3 juges.
Pour les 3 juges réservés au Conseil supérieur de la magistrature, selon la proposition de Aubin Minaku, ces juges ne peuvent pas être désignés sans l'accord du ministre de la Justice, qui est membre du FCC. Il est clair que le ministre de la Justice ne donnera son accord que quand il sera sûr que les juges qui viendront de cet organe seront FCC ou proches du FCC. Tout compte fait, le FCC aura 6 juges à la Cour constitutionnelle et le président de la République n'en aura que 3 déplorables. Le FCC sera encore majoritaire à la Cour constitutionnelle avec 6 juges contre 3. Le contrôle des résultats des élections de 2023 sera garanti au FCC. Le FCC sera majoritaire à l'Assemblée nationale. 1. 2. Sera majoritaire au Sénat. 3. Au gouvernement et à la Cour constitutionnelle. Le FCC veut aussi avoir le contrôle de la CENI. Voilà les dessous des cartes de toutes les initiatives qui se passent à l'Assemblée nationale. Si toutes ces initiatives aboutissent, c'est que le pays sera totalement entre les mains du FCC. On est tous avertis. Chacun doit jouer son rôle pour empêcher ces complots initiés par M. Aubin Minaku. Ce qui se passe au sérieux, car le pays est en danger. Gardien du temple, Maître Jean-Claude Katende.